Le CAPS est un enjeu majeur pour l'Afrique. Afreximbank, de par son expérience, a démontré dans quelle mesure cette banque est en mesure d'être à l'avant-garde sur ce type de projet. Aujourd'hui, pour les populations qui se demandent le CAPS, le plan d'action, les ambitions, est-ce réaliste? Qu'est-ce que vous, en tant qu'expert d'Afreximbank, vous pouvez nous apporter comme réponse avec des exemples concrets qui se sont faits ailleurs? Alors, merci beaucoup pour cette première question. Avant de répondre à effectivement l'interrogation, je voulais démarrer en remerciant le CABEF, tous ses représentants, ses dirigeants, qui ont bien voulu organiser à nouveau donc, cette 4e édition de la conférence, qui montre que l'initiative se pérennise et qu'elle vient aussi avec un certain niveau d'atteinte d'objectifs et d'impact dans l'écosystème. Je veux aussi remercier la présidente du CABEF pour le prix qui a été décerné au président d'Afreximbank pour récompenser les initiatives autour de l'énergie, notamment la Banque de l'énergie. Avant de répondre à la question, j'allais dire qu'il est important de planter le décor. Le décor, il est tel que le CAPS s'inscrit dans un écosystème qui est bien précis. D'accord? Donc, le CAPS, s'il faut le rappeler, c'est le Central Africa Pipeline System Project. Donc, c'est un projet qui consiste à mettre en place des pipelines, donc un système de transport de gaz pour permettre justement de l'acheminer vers des clients ou des zones qui sont les plus demandeuses. Et lorsqu'on pense au CAPS, on ne peut pas le décorréler de la chaîne de valeur globale du secteur du gaz. Cette chaîne de valeur-là, elle est faite de telle sorte qu'elle commence à un point spécifique et elle se termine à un point spécifique. Et d'ailleurs, en se terminant, elle s'introduit dans un autre secteur, qui peut être par exemple le secteur de l'électricité. Parce qu'on parle aujourd'hui de gas to power, et c'est d'ailleurs l'un des objectifs spécifiques du CAPS, de pouvoir aussi permettre d'acheminer ce gaz-là pour aller vers la production d'électricité un peu plus verte, avec des sources qui sont importantes en Afrique et dont on ne bénéficie pas assez aujourd'hui parce qu'on ne les exploite pas à leur juste valeur. D'accord? Donc quand on prend la chaîne de valeur du secteur du gaz, on a d'abord l'exploration, ensuite on a la production, le traitement. Après donc, la production et le traitement, on a le transport. Dépendamment du gaz qu'on utilise, il peut s'agir d'un transport virtuel, donc par des citernes, ou d'un transport qui se base sur les pipelines comme ceux dont on est en train de parler. Ensuite, il peut y avoir du stockage et après, ça peut rentrer dans une autre industrie ou ça peut être tout simplement vendu au client final. Il y a des étapes intermédiaires, par exemple, d'expédition, donc de shipping, donc de passage par la mer ou par d'autres moyens, qui restent aussi dans le cadre du transport. Ce qui veut dire que le CAPS n'est pas un projet, en fait, qui doit être considéré comme étant un projet isolé dans son écosystème. Il doit toujours être ramené dans une chaîne de valeur qui est bien précise. Donc, lorsqu'on regarde le CAPS, on doit se poser les questions bien précises sur la chaîne de valeur, et ces questions-là, elles sont les suivantes. La première, c'est dans le cadre de l'exploration et également de la production, est-ce qu'il y a suffisamment de ressources pour mettre en place un projet de cette envergure? 2, est-ce que ces ressources ont été certifiées? 3, qu'est-ce que ça va coûter si jamais ces ressources ont été certifiées de mettre en place un tel système? 4, si jamais on met en place un tel système, est-ce qu'il est bien dimensionné justement pour pouvoir acheminer les ressources? Est-ce qu'il n'est pas trop dimensionné? Est-ce qu'il n'est pas moins dimensionné que ce qu'il devrait être?
Et puis 5, est-ce qu'il y a des clients effectivement qui existent pour acheter ce gaz? Donc je vais répondre à la question maintenant. Le CAP, c'est un projet qui est très ambitieux, qui est porteur d'un impact significatif, qui peut changer beaucoup de choses dans l'écosystème d'Afrique centrale, qui va nécessiter beaucoup de moyens au regard des présentations qui ont été faites au cours des derniers jours. Je pense que le benchmark le plus intéressant sur lequel on peut se baser, c'est le WAPS. C'est le West African Pipeline System. Et ce WAPS-là, vous êtes sans ignorer qu'il a connu beaucoup d'accros avant d'arriver à sa première phase où les premiers pipelines ont été mis en place. Et d'ailleurs, le système n'est pas totalement connecté, huilé aujourd'hui. D'ailleurs, il n'est pas tout à fait construit. Donc, ce que je voulais dire sur la première question de façon très simple, le projet, il est intéressant, aussi bien d'un point de vue économique que social. Il est intéressant aussi bien pour les acteurs locaux que régionaux, aussi bien pour les investisseurs, les constructeurs, les prêteurs et également les politiques. Mais il faudrait veiller à ce que tout l'écosystème s'arrange pour que l'on puisse arriver à des fins qui permettent l'intérêt de tout un chacun. Voilà, donc en tant que prêteur, c'est le type de projet qui nous intéresse. Parce qu'en tant que banque multilatérale de développement, on recherche l'impact, on recherche des projets qui changent des vies, on recherche également des projets qui nous permettent de créer de l'intégration entre les pays africains, ce qu'on n'a pas assez aujourd'hui. Donc voilà pour la réponse. J'espère que je ne suis pas trop long et que j'y réponds avec les éléments qui, selon vous, étaient attendus. Non, tout à fait, tout à fait. La particularité d'Afreximbank, c'est qu'effectivement, c'est une banque multilatérale. Aujourd'hui, en octobre 2024, l'APO, donc l'Association des pays producteurs de pétrole africains, avance le chiffre de 50% de capital bouclé pour la Banque africaine de l'énergie. On parle d'un capital de 5 milliards de dollars et 50% sont déjà bouclés. La question que moi je me pose en tant que vous, financier bilatéral, qui financez plusieurs projets en milliards de dollars en Afrique, quel type de vision ou de synergie vous faites ou pourrait être fait entre vous, Afreximbank, et la Banque africaine de l'énergie, par exemple? Alors, c'est une question intéressante que je vais reconnecter également au CAPS, parce que s'il doit y avoir une forme de synergie entre Afreximbank et la Banque africaine de l'énergie, qui est d'ailleurs aussi créée à l'initiative et sous l'impulsion d'Afreximbank, il faudrait qu'il y ait des projets derrière. Donc, ce qu'il faudrait dire concrètement, c'est que autant au début j'ai relevé de façon globale l'écosystème, autant il serait intéressant de le montrer d'un point de vue financier aussi. Et ce point de vue financier-là, il est lequel? Lorsqu'on reprend la chaîne de valeur, donc l'upstream en amont, tout ce qui concerne l'exploration, c'est un niveau... Oui. Juste une seconde là. Je vais juste demander à Paul Ngoma, Univers Énergie CEO, de nous rejoindre pour développer un peu plus le sujet. Merci, Monsieur Paul Ngoma. Je pense que c'est plus grave de se mettre là. Monsieur Hassan, vous pouvez reprendre. Oui, donc je disais en substance que s'il doit y avoir collaboration, c'est bien parce qu'il y a des projets impactants et innovants qui nous unissent et qui nous réunissent. Donc, lorsqu'on prend la chaîne de valeur à nouveau d'un point de vue purement financier, on a l'amont qui aujourd'hui n'est pas un secteur spécialement regardé par des institutions financières, certaines institutions financières, tout simplement parce que lorsqu'on fait l'exploration, on ne génère pas de revenus.
D'accord? Et d'ailleurs, quand on fait la production non plus, on ne génère pas de revenus. Donc, on arrive à un niveau où l'exploration peut prendre 3 à 4 ans, voire plus. Et arriver à se mettre en production va prendre également 2 à 3 ans. Donc, on peut facilement faire 4 à 7 ans sans jamais avoir de revenus qui sont générés. Tout ça pour dire quoi? De façon succincte. Aujourd'hui, la forme de collaboration qu'on doit avoir avec la Banque de l'énergie ne doit pas se limiter à la Banque de l'énergie. Il faudrait que les différents acteurs de financement soient connectés. Parce qu'il y a des phases en amont qui nécessitent qu'il y ait par exemple des fonds propres et non pas de la dette. Vu que ces phases-là ne génèrent pas de revenus et qu'elles sont à un niveau de risque qui est au-delà de celui que peuvent prendre certaines institutions. Point numéro 1. Deuxièmement, il faudrait qu'au niveau de la dette, dans la forme de collaboration qu'il y a avec la Banque de l'énergie, on ne se limite pas à ça. Parce que la dette elle-même, de façon globale dans le secteur du gaz et de l'énergie, a une sensibilité forte, notamment sur les tarifs. Parce que lorsqu'on finance avec des maturités qui sont courtes et des conditions de financement qui sont défavorables, on se retrouve à un prix du gaz, par exemple au mètre cube, qui est très élevé. Et si je dois servir ensuite à produire de l'électricité, il va sans dire que même si on arrive à produire de l'électricité, elle ne sera abordable pour aucune population. Donc en fait, on aura produit, mais l'objectif ne sera pas atteint, parce que personne ne pourra acheter cette électricité-là. Donc, il faudrait trouver le moyen avec des structures comme Afreximbank et la Banque africaine de l'énergie, qui sont des entreprises institutionnelles, internationales, multilatérales, de mixer le financement avec d'autres institutions. D'abord, des investisseurs qui peuvent mettre des fonds propres ou des prêts d'actionnaires. Ensuite, des gouvernements qui peuvent, par exemple, apporter des subventions. Non pas forcément de façon, on va dire, liquide en argent, mais ça peut être des subventions sur des aspects bien précis. Le foncier et d'autres aspects de ce genre-là, des taxes qui peuvent être réduites. Troisièmement, il faut trouver des banques locales qui sont également prêtes à financer, parce qu'il y a le sujet des taux de change. Okay? Les institutions financières internationales aujourd'hui, il y en a pas mal qui ne sont pas capables de financer en devise locale. Ce qui veut dire qu'on peut avoir parfois une difficulté, donc une inadéquation entre la devise dans laquelle on prête et la devise dans laquelle on est remboursé. Et le maximum possible que l'on réussit à réduire donc ce financement en devise étrangère, le mieux c'est. Idéalement, il faudrait que des institutions comme les nôtres arrivent progressivement à migrer vers des financements en devise locale, mais il faudrait aussi impliquer les banques commerciales parce qu'elles sont proches du terrain, donc les banques locales commerciales parce qu'elles sont proches du terrain et aussi elles sont capables de remonter des informations. Et tout dernier point, si je peux me permettre, c'est d'arriver également à créer des fonds d'investissement, non seulement privés, mais aussi souverains et stratégiques, qui sont prêts à prendre des risques et à accompagner le secteur. Tout ceci va permettre de passer à des taux d'intérêt ou des conditions de financement qui ne sont pas forcément idéales aujourd'hui, à des niveaux de taux d'intérêt lorsqu'ils sont actuariels, voire actualisés, très, très abordables, parce que tu peux avoir un financement sur une maturité de 5 ans, l'autre sur une maturité de 10 ans, un crédit relais, un fonds propre, des prêts d'actionnaires, et tout ça crée un financement structuré et un mix qui permet justement d'atteindre des objectifs, de réduire le coût du financement et d'augmenter la maturité au-delà de ce qu'on peut constater aujourd'hui. C'est parfait, Monsieur Hassan. Justement, vous étiez en train de parler Banque africaine de l'énergie, Afreximbank et également fonds d'investissement.
Monsieur Paul Ngoma a une expérience avérée en matière de fonds d'investissement. Il a levé plusieurs milliards en francs CFA. On va rester modeste sur cette opération. Il a levé plusieurs milliards en francs CFA sur des opérations au Congo, au Rwanda, et est un grand acteur également du secteur pétrolier au Centrafrique, l'un des pays visés par le CAPS. Monsieur Ngoma, en tant qu'acteur de la finance et du pétrole en Centrafrique, l'un des pays bénéficiaires du projet, comment vous voyez les choses? Déjà, merci beaucoup. Merci aux panélistes qui, aujourd'hui, expriment la volonté, n'est-ce pas, d'accompagner l'Afrique tout entière, et en particulier l'Afrique centrale, pour promouvoir nos ressources primaires. Qui dit financement, dit argent, dit retour sur investissement, mais je peux vous dire tout de suite que l'Afrique centrale a la lampe à la main, mais cherche la lumière. Pourquoi je le dis? Parce que le potentiel énergétique de l'Afrique, et de l'Afrique centrale en particulier, nous garantit en fait d'obtenir des financements. Mais le premier financement vient du peuple, parce que c'est l'argent du peuple. Nous sommes assis sur des financements. Aujourd'hui, on parle du gaz, du potentiel gazier en Afrique centrale. Si on prend le potentiel de Congo-Brazzaville, par exemple, qui récemment a développé un projet important sur le gaz liquéfié, mais tout ça s'est fait avec la volonté politique. La diversification de l'économie, d'une économie qui dépend à 80% des revenus pétroliers, doit réfléchir à demain, à l'horizon 2030-2050, avec tout ce qui est transition énergétique. Certainement, on va dormir avec notre pétrole brut. Il faut diversifier. Le gaz naturel, aujourd'hui, beaucoup de projets, en anglais on dit gas to X, et dans le X, vous avez l'électricité, parce qu'avec du gaz, on peut produire de l'électricité. Avec le gaz, on peut produire des engrais chimiques. Et là, si l'écosystème dans un pays, l'agriculture qui cherche des engrais pour pouvoir accompagner le développement agricole, ne peut pas penser de se mettre sur une table pour que, évidemment, le gaz que nous disposons soit transformé en engrais pour produire, évidemment, pour développer l'agriculture, mais c'est de l'argent qui dort. On peut produire des engrais pour exporter et accompagner l'économie. Et pour financer ce projet, il faut d'un côté celui qui transforme et de l'autre côté celui qui consomme. Dans le cas de l'électricité, comme venait de le dire mon collègue ici, c'est que si on produit l'énergie que l'État finit après, le coût de production de l'électricité ne répond pas aux critères de financement, on va se retrouver avec une électricité produite avec des coûts exorbitants que le peuple pourra pas, la population ne pourra pas suivre. Et ce qui finit après avec des subventions. L'État subventionne, et ce n'est pas le modèle que nous voulons. Aujourd'hui, ce qu'il faut, avec le gaz, c'est de trouver l'écosystème adapté à l'Afrique, surtout en Afrique centrale. Et là, nous, ce que nous faisons, lorsqu'il s'agit de faire la levée de fonds, on crée ce qu'on appelle un écosystème financier. Là où il y a l'acheteur, là où il y a le producteur, et là où il y a évidemment l'État qui met à disposition des ressources pour qu'évidemment le projet se fasse. Si vous prenez par exemple un IPP, un producteur indépendant d'électricité, lui il a besoin de quoi? Il a besoin évidemment d'un terrain. Mais le terrain, évidemment, s'il l'achète, certainement va impacter son modèle économique. Mais si l'État peut mettre à disposition le terrain, déjà le modèle devient intéressant. Le gaz, si l'État dit, écoutez, moi je vais produire l'électricité à 1 franc, mais si le modèle économique demande à ce que l'État vienne avec une licence, gratuitement, avec une facilité des taxes, mais l'incidence porterait ce que, évidemment, le prix de production, la LCOI, devient très attractif pour que la Compagnie nationale d'électricité achète le kilowattheure auprès du producteur à un prix compétitif pour le mettre à la disposition de la population. Et lorsque ce modèle devient économique, bancable, à ce moment-là, on va vers
les potentiels investisseurs pour leur présenter un business case. Pour leur dire, évidemment, nous avons du gaz, nous avons le terrain, nous avons la licence, ce qui nous reste, c'est la technologie. Et là, évidemment, on va chercher celui qui sait produire l'électricité ou produire des engrais avec le gaz. Aujourd'hui, j'ai, à travers moi, 3 dossiers, financement plus EPC, donc construction d'une unité de production des engrais. Mais on cherche le gaz pour pouvoir, évidemment, produire des engrais ou produire l'électricité. Aujourd'hui, si j'ai du gaz, j'ai donc la technologie et j'ai le financement pour produire des engrais pour les agriculteurs. Et évidemment, le ministère de l'Agriculture qui veut accélérer la mise en place, n'est-ce pas, d'une plateforme pour accompagner les agriculteurs, sera très content. Donc c'est un écosystème qu'il faut mettre en place lorsqu'il s'agira de financer des projets. On a bien compris, c'est un écosystème. On est tenu par les délais. Sur le volet du financement des projets gaziers, et j'insiste sur le volet Afrique centrale, j'insiste sur mise en œuvre du CAPS, je vais vous donner à chacun un temps pour conclure et pour nous donner, selon vous, vos recommandations pour aller de l'avant et de façon efficiente. Ok, je pense que il faut prendre un cas pratique pour pouvoir répondre à cette question-là. Le CAPS, comme on l'a dit précédemment, c'est un projet de pipeline qui consiste à construire des pipelines qui passent d'un pays à un autre. À Afreximbank, moi je travaille dans le département qui fait le financement de projets, le financement basé sur les actifs. Le financement de projets, c'est une traduction française de Project Finance, qui est une discipline de financement différente du financement d'entreprise, Corporate Finance. Et le financement de projet, en fait, il répond à un certain nombre de critères et de conditions. En quoi il se distingue de la finance d'entreprise? D'abord, il permet de financer le long terme. Premier point. Deuxième point, il permet de financer ce qu'on appelle des projets capitalistiques, qui ont des actifs dont le coût est élevé. Troisième élément, il se finance selon un modèle dit avec un recours limité ou sans recours. Ça veut dire que les actionnaires ont créé un véhicule spécial pour faire ce financement-là, de sorte à ce que les actionnaires et les autres acteurs ne soient pas engagés à travers leur bilan si jamais il y a un crash sur l'opération. Et donc ce financement implique qu'on ait des études et des analyses qui soient cartésiennes et très structurées sur les flux qui seront générés, parce qu'on s'engage essentiellement sur les flux de trésorerie futurs. Donc, lorsqu'on décide de mettre en place une logique de financement de projet, on regarde un certain nombre d'aspects. C'est quoi un projet bancable en financement de projet? Premier point qu'on regarde, c'est de quel projet il s'agit? Pipeline. Quelle sera la proposition de valeur ou le modèle économique de ces pipelines-là? Il s'agit de transporter le gaz. Le gaz qu'on va transporter, qui l'achète? Est-ce que ce sont des miniers? Est-ce que ce sont des agriculteurs? Est-ce que c'est la société qui veut produire de l'énergie, donc un producteur indépendant d'électricité? Est-ce que c'est la société d'État qui est en charge de la production d'énergie? Est-ce que... Là, je suis en train de parler d'un modèle où on a un acheteur final qui est connu, mais il peut ne pas s'agir d'un acheteur final. Il peut s'agir par exemple d'un projet de pipeline où c'est l'État, donc à travers un partenariat public-privé qui n'est pas une concession, donc qui ne nécessite pas nécessairement un acheteur qui dit je prends un privé, il me met en place les pipelines, pendant 10 ans je lui paye une redevance, mais moi je veux que cette infrastructure-là soit mise en place pour moi État, parce que je souhaite que le transport de gaz reste une affaire souveraine. D'accord? Donc ça, c'est un autre modèle de participation privée dont le modèle de revenu est différent. Mais pour revenir à ce que je disais, on va se demander qui sera l'acheteur et est-ce qu'il y a un contrat
spécifique entre celui qui va exploiter ce pipeline-là et l'acheteur? Première question, niveau commercial. Deuxième, est-ce que ce contrat spécifique couvre à minima la maturité du financement? Sinon, ça voudra dire que tu t'engages sur un financement pour lequel tu n'as pas de certitude sur les revenus qui seront générés, tout simplement parce que le contrat commercial n'est pas suffisamment long. Donc, ça c'est le point commercial. L'autre question qu'on va se poser, c'est qui va construire l'infrastructure? Et d'ailleurs, si tu n'as pas ce type ici-là, donc Engineering, Procurement and Construction, le coût de l'investissement que tu donnes, il est susceptible d'être pas très raisonnable et réel parce que tu n'as pas reçu de proposition du constructeur. Ensuite, une fois que tu as réglé la question de qui construit et que tu as démontré qu'il y a un contrat qui existe, tu vas te poser la question de savoir d'où est-ce que le gaz va venir. Parce que si tu mets en place un pipeline, il faut qu'il y ait du gaz. Donc, est-ce que les ressources existent? Est-ce qu'elles sont certifiées pour la capacité de transport qu'on est en train de mettre en place? Si on nous dit qu'il y a beaucoup moins de ressources que la capacité du pipeline, ça veut dire qu'on est en train de faire un investissement surdimensionné. Et donc, à la fin de la journée, même s'il y a un acheteur, il va acheter moins de gaz que nécessaire. Et enfin, le tout dernier point que je voulais signaler, c'est qu'on regarde ce qu'on appelle un modèle financier. Ce modèle financier-là donne aussi bien l'investissement, les coûts d'exploitation, les prix du gaz qui sera vendu, que les retours sur investissement et le remboursement du financement. Donc voici les aspects qu'on regarde. Et ces aspects-là, ils s'adressent, à travers la documentation contractuelle et deuxièmement, à travers toutes les études de faisabilité qui sont faites. Et pour qu'un projet soit considéré comme bancable, il faut qu'il respecte toutes ces conditions. Sinon, on considère à notre niveau que le projet n'est pas encore mature, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint un niveau de développement qui est acceptable. Et donc, on le renvoie vers les équipes qui viennent en amont de notre travail de faire du financement. Ce sont les équipes de préparation du projet qui, elles, mettent en place une facilité qui consiste à accompagner les développeurs pour réaliser toutes les études. Et cette facilité, elle a un objectif bien précis, c'est de permettre de maturer le projet. Merci. Monsieur Ngoma, 4 minutes. Merci beaucoup. Désolé pour la pression. Ce projet, pour moi, je l'assimile en fait au projet latent sur la transfrontalière de la CEMAC. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, partir du Congo vers Brazzaville, partir du Congo vers la Guinée équatoriale, même en avion, vous connaissez. Donc, il faut qu'on tire des leçons. Le projet, certainement, il est faisable, mais il faut qu'on tire des leçons de tous les autres projets qui impliquent les pays de la zone CEMAC. Aujourd'hui, je parlerai beaucoup plus, on l'a dit tout à l'heure, de la volonté politique. La priorité du Gabon n'est certainement pas celle du Congo, n'est pas celle de la Guinée équatoriale, n'est pas celle du Tchad. Il faut simplement créer une synergie. Quand on veut dire « let's do it », let's make it happen, let's make it happen. Il y a trop de rêves, mais passons à l'acte. Parfait. Sur cet aspect, justement, je voulais être bref et dire à la salle qu'il fallait comprendre le but de l'exercice. Le but de l'exercice de ce panel, c'était de démontrer la capacité de mettre en œuvre le projet CAPS. On relève qu'il faut du leadership. Le leadership, il est présent. Nous avons le CABEF avec notre chère woman Nathalie Loum qui pousse ce projet avec la 4e édition qui se met en œuvre aujourd'hui. Le leadership, il y a également une dimension politique. Pour cela, nous avons son Excellence, M. Gabriel Mbago-Bianlima, en tant que chère woman du CAPS qui également pousse à ce niveau-là. Pour ce qui est des acteurs, nous avons l'APO, la Banque africaine de l'énergie, Afreximbank, le fonds d'investissement et différents acteurs qui sont déjà en réflexion pour contextualiser cela. À charge pour les différents acteurs techniques de poursuivre sur cet exercice. Grosso modo, c'est ce que je voulais dire. Et pour finir, la CEMAC, la CAC,
validation de l'étude sommaire, présence de la vice-présidente de la CAC, présence du vice-président de la CEMAC. Donc tous les acteurs sont réunis pour que ce projet puisse être efficient. À charge pour nous les acteurs d'accélérer la mise en œuvre. Je vous remercie.